Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour Audrey, Aziza, on a Caroline aussi, on a Edouard, on a beaucoup de monde aujourd'hui pour nous écouter et écouter toi Yves et ton expertise sur le site carrière. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Puisque c'est un petit peu un sujet, comme vous le savez, très important pour les entreprises qui ont un mal fou à recruter. Et bien évidemment, ça commence par un bon site carrière, par revoir un petit peu toutes ces stratégies. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour vous en parler aujourd'hui. On est accompagné de Yves, qui est un expert. Yves, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors moi, ça fait depuis 2000 que je m'intéresse à ces questions-là, aux technologies de recrutement en particulier. Donc, je me suis occupé de. J'ai vu ça sous différents angles, hein, l'angle de l'agence de communication RH, de l'éditeur de logiciels de recrutement, l'angle de l'IA récemment, parce que j'ai dirigé Textkernel en Europe du Sud pendant 10 ans. Et j'ai eu envie, en fait, d'aborder les sites carrières en mettant à contribution tout ce que j'avais pu observer et apprendre. Euh, et aujourd'hui, donc, on propose des sites carrières, l'entreprise Ressources Lab, qui, en fait, capitalise sur les Prêt à l'associé. existants, notamment le logiciel de recrutement, euh, pour tout simplement réenchanter l'expérience candidat. Et j'espère avoir l'occasion de vous donner plus de détails sur la question. Alors oui, en effet, Ressources Lab est un partenaire de Pixid. Alors Pixid, nous, on a été créé en 2004. On aide aujourd'hui plus de 150 000 entreprises à recruter, donc tout type de profil, soit des intérimaires, des contrats courts, des CDI, des alternants. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les managers ont de plus en plus de mal à embaucher et à trouver des candidats qualifiés et de manière assez rapide. Il y a une énorme guerre des talents et c'est pour ça aussi qu'on s'associe avec des experts comme Ressources Lab pour venir enrichir la plateforme et vous aider donc à trouver les candidats. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Yves, recruter, bon, on l'entend tous les jours à la télé aux infos, mais c'est un enjeu critique. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, les chiffres de la DARES ont été mis à jour récemment, hein. Donc, on est actuellement à 7 métiers sur 10 qui sont en tension, alors qu'en 2015, c'était juste un métier sur 4. Donc, il y a eu quand même, euh, enfin, qui sont perçus comme difficiles par les employeurs, hein, pour être tout à fait exact. Donc, 7 métiers sur 10, c'est énorme. Ça se retrouve aussi d'ailleurs sur les recrutements qui sont perçus comme difficiles. Euh, et d'ailleurs, ça s'observe même dans l'intérim où on voit qu'il y a 20% d'émissions qui ne sont pas pourvues faute de talent, en fait, tout simplement. Et à mon sens, c'est pas quelque chose qui va forcément devenir plus simple ou s'arranger tout seul. Euh, D'abord parce que pour faire face à ces enjeux, la France va devoir réindustrialiser, assurer sa souveraineté dans des domaines qu'elle avait un peu laissés en déshérence. Euh, Elle va aussi devoir essayer de raccourcir les circuits logistiques pour des questions environnementales. Et par conséquent, il va falloir non seulement convaincre les gens de changer de job, mais aussi potentiellement de déménager. Donc, ça ne va pas simplifier l'équation. Oui, c'est vrai que, enfin, là, juste pour préciser un petit peu, hein, mais notamment la santé ou l'hôtellerie-restauration, ou qui sont vraiment en déficit, là, aujourd'hui, c'est très, très compliqué de recruter. Et en plus, quand on n'arrive pas à recruter, c'est bien évidemment un coût pour l'entreprise, puisque, alors, soit on n'arrive pas à recruter, donc bien évidemment, il n'y a personne, soit dans les magasins, soit sur les sites, pour servir le client ou produire, mais également quand on recrute mal. Donc, le coût de l'échec d'un recrutement peut être quand même astronomique, hein, entre 50 et 100 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des coûts qui s'additionnent entre le moment qu'on a passé à former les gens. Nous, pour être complètement transparent, hein, chez Pixid, le cycle de formation dure un mois et parfois on a des gens qui nous quittent juste après le cycle de formation. Donc voilà, on a passé un mois à les payer pour se former et en fait, ils passent pas la période d'essai. Il y a aussi des personnes en interne qui vont prendre des jours sur leur travail pour former donc ces nouveaux salariés. Donc là, il y a aussi des coûts cachés. Il y a des coûts de rupture. Il y a bien évidemment quand la personne repart, il faut
tout recommencer depuis le début, c'est-à-dire reposter des annonces, repayer sur les sites job board, repasser du temps pour faire des entretiens. Donc là, encore une fois, c'est des coûts qui sont, qui sont en double. Et puis, bien évidemment, le manque à gagner lié à l'absence d'un salarié sur le poste, ben là, je viens d'en parler. C'est du chiffre d'affaires. Il y a des exemples, hein, mais un serveur qui n'est pas dans un restaurant, c'est à peu près 40 à 50 couverts par midi, donc ça fait un chiffre d'affaires de 800 à 1000 euros. Voilà, c'est pareil pour d'autres secteurs d'activité où le chiffre d'affaires est assez facilement calculable quand il nous manque du personnel. Alors, On peut-être aimerait bien précisons, commencer. Oui. excuse-moi Antoine, je voulais préciser, parce qu'il y a quand même quelques chiffres, effectivement ça coûte cher, mais aussi c'est assez fréquent, hein. La DARES indiquait donc en 2015, c'est un peu ancien, qu'il y avait 36,1% des CDI qui étaient interrompus moins de 12 mois après l'embauche. On n'a pas de chiffres ultra récents. Par contre, il est clair que ça ne s'est pas amélioré, hein. La DARES expliquait récemment justement que depuis le début de 2022, il y a eu 4 démissions par minute et que c'est un record historique. Voilà, il y a un gros tiers au moins des CDI qui ne durent pas plus que 12 mois, en sachant qu'on a beaucoup investi, hein, dans ces recrutements. Oui, et puis alors justement, ces chiffres sont importants pour montrer tout le poids enfin toute la charge qui est prise par les équipes des ressources humaines dans vos organisations, et notamment tout ce contexte en plus avec le Covid et le confinement, où vraiment le métier a changé, hein, parce que nous, on a des ressources humaines qui n'ont pas pu effectuer les paiements des salaires, qui n'ont pas pu recruter à distance. Donc, et là, on s'aperçoit que dans notamment les démissions dont tu parles, Yves, ça concerne aussi beaucoup les RH et les recruteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas en fait à, à réaliser leur mission, et que c'est une mission qui est très clé aujourd'hui, les entreprises, hein. J'en parlais, la guerre des talents, on le verra après, mais c'est très très important pour gérer la croissance de pouvoir recruter les bonnes personnes qualifiées et rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. Nous, on le voit au quotidien avec nos clients et dans les échanges avec toutes les entreprises qui ont des problématiques de personnel sur donc les équipes de ressources humaines. Donc justement, merci pour ces précisions, Yves. On voulait commencer en fait euh, ce webinaire par faire un petit sondage avec tous les participants là dont on est ravi d'échanger avec vous, voir en fait où vous en êtes, si vous avez déjà un site carrière, s'il est déjà efficace ou si par exemple vous avez déjà envisagé la réflexion de faire évoluer votre site carrière au sein de votre entreprise. Donc, est-ce que vous pourriez juste rapidement voter? Alors, il y a normalement un sondage qui doit s'afficher. Il faut juste, euh, voilà, il y en a déjà qui votent. Alors, on voit qu'il y a quand même une majorité là par rapport aux votants, donc les personnes qui ont voté. Il y a une majorité pensent que leur site carrière a besoin d'évoluer ou alors qu'ils n'ont pas encore de site carrière. Donc, on s'aperçoit qu'en France, il y a quand même un gros déficit là-dessus. Alors, je vais juste partager les résultats. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Voilà. Donc, ce qui aussi montre l'intérêt d'avoir un webinaire comme ça et de l'expertise de Yves pour pouvoir justement mieux gérer ces recrutements. Alors, et donc on va commencer hein, dans le vif du sujet, Yves. Comment on réenchante l'expérience candidat? C'est quoi l'expérience candidat? Alors là, on a mis une affiche de Glassdoor, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est quand vous, dans votre quotidien, vous utilisez Uber ou Amazon ou même Doctolib, pourquoi vous utilisez ces plateformes? Parce qu'en fait, c'est très simple de commander un taxi, de commander à manger, de prendre un rendez-vous hyper facilement à travers un site. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le candidat va aller l'utilisateur va aller sur ces sites. Aujourd'hui, le candidat est traité comme un consommateur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites carrières qui s'inspirent du e-commerce, des meilleures pratiques d'Internet pour pouvoir justement réenchanter l'expérience du candidat et lui faciliter la vie pour trouver les bonnes annonces, pour pouvoir postuler. On va le voir après avec la démo d'Yves. Mais donc,
Voilà, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui d'emploi qui, par exemple, ont banni le CV, sont beaucoup plus simples en termes d'ergonomie pour justement faire du matching entre le candidat et les offres qui lui conviennent. Et aussi, il faut savoir que le rapport de force, et nous on le voit puisqu'on on gère à peu près 340 000 missions par jour sur la plateforme, le rapport de force entre les candidats et les entreprises a énormément évolué. Avant, c'était les candidats qui devaient faire la démarche un petit peu de séduction vers les entreprises pour être recrutés il y a encore 20 ou 30 ans. Peut-être que Yves pourra nous en parler de cette époque-là. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que maintenant, c'est plutôt les entreprises qui doivent séduire les candidats pour attirer donc en effet les meilleurs profils. Et donc là, il faut que le process soit hyper fluide, il soit punchy, soit transparent, que le candidat soit vraiment emmené euh, et qu'il sache à quelle étape de recrutement il est. Et donc là, il y a une stat qui est très très importante. On s'aperçoit que 78% des candidats déclinent une offre d'emploi suite à une mauvaise expérience du recrutement. Donc ça, c'est une étude aussi qui date un peu de 2016. Mais voilà, il y a aussi des candidats qui, bah, l'entretien s'est mal passé, ils ont attendu trop longtemps, et donc il y a un espèce de phénomène de ghosting. Et donc voilà, soit ils ne vous répondent plus non plus, ou soit ils abandonnent carrément le process parce qu'ils s'aperçoivent que l'image véhiculée par l'entreprise n'est pas forcément celle qu'ils souhaitent. On va passer aussi sur tous les obstacles. Et là, Yves, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ces obstacles-là par rapport au parcours du candidat? Oui, tout à fait. Alors, je lisais il y a quelque temps une étude de Golden Bees qui expliquait qu'il y avait à peu près 3 à 7% des candidats qui voient une annonce, euh, qui postulent finalement. Donc, il y a quand même une grosse chute au moment de consulter l'offre. Très intéressant aussi, une étude de Jean Pralon, qui d'ailleurs est à paraître, hein. Jean est chercheur en RH, qui montre que les candidats postulent à une offre s'ils ont le sentiment que c'est fait pour eux, en gros, hein, s'ils ont le sentiment que c'est fait pour eux et qu'ils ont une chance. Voilà. Mais donc, on a essayé de décortiquer un peu le parcours du candidat, qui parfois ressemble à un parcours du combattant, et essayer de voir où est-ce qu'on pouvait les perdre en route. Euh, Aujourd'hui, si on part d'un bassin de candidats, donc de personnes qui correspondent à la cible et qui seraient éventuellement ouverts à une discussion sur un autre emploi, déjà, on voit qu'il y en a 70% qui sont passifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller au-devant de l'emploi, ils ne vont pas chercher des offres, ils attendent d'être contactés. Ça, c'est une étude LinkedIn qui est assez bien placée, évidemment, pour observer ce genre de phénomène. Et donc, on passe déjà de 100 à 30% qui vont faire la démarche d'aller sur des sites emploi. Ensuite, on a, en fonction du choix du média, une trentaine de pourcents de personnes qui simplement vont passer à côté du mix média qui a été choisi. C'est-à-dire que quand on choisit les canaux de diffusion, on peut, on détermine quelque part le genre de population qui vont voir l'offre et donc qui potentiellement vont pouvoir postuler. Ensuite, quand une personne voit l'offre, il faut savoir que 82% des offres sont consultées sur mobile. Et ça, c'est une source Hello Work. Donc, quand je suis sur un mobile, évidemment, je ne peux postuler que si l'annonce, le site, est bien conçu pour ce type d'usage. Or, aujourd'hui, il suffit de faire un tour d'horizon pour voir que ce n'est pas vraiment le cas en général. Donc, on peut perdre aussi simplement une grande partie des candidats parce qu'on ne propose pas un moyen de postuler facile sur mobile. Ensuite, et ça c'est un chiffre qui est assez peu connu, il faut savoir que les problématiques d'accessibilité, hein, donc liées à des handicaps même parfois légers, hein, concernent 30% de la population. 30% de la population, soit parce qu'ils souffrent un peu de dyslexie, de daltonisme, enfin, au-delà de ce qui pourrait être évident, peuvent être gênés dans la consultation de l'offre. Donc, un site mal conçu pour ces populations-là va être un frein à la candidature. Enfin,
Quand la personne arrive à consulter l'offre dans des bonnes conditions, qu'elle est arrivée jusqu'à l'offre, on voit qu'il va y avoir 3 facteurs qui vont peser. L'attractivité, on va y revenir, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand je consulte, j'aime bien faire ce parallèle, une fiche d'hôtel sur booking.com ou hotel.com, on ne va pas faire de pub, ou Accor, bon, bref, je vais avoir énormément d'éléments pour décider. Et d'ailleurs, même souvent, quand je fais ma recherche, je ne sais pas forcément ce que je veux, mais par contre, je sais ce que je préfère une fois que je le vois. Donc, j'ai beaucoup d'éléments pour faire mon choix. Et là, on parle d'un engagement de ma part qui va être de courte durée. La durée moyenne des séjours en France est de 2,4 nuits. Si je cherche un emploi, dans mon cas un CDI, en moyenne, je vais rester 5 à 6 ans. Donc, c'est une grosse décision. Et pourtant, quand je consulte une offre d'emploi, j'ai presque aucun élément pour faire vraiment la différence entre une offre d'emploi et une autre. Ce qui veut dire que non seulement beaucoup de gens vont ne pas postuler, mais quand ils vont postuler, ce ne sera pas forcément fondé sur des éléments tangibles. Ça, c'est l'attractivité. Après, il y a l'ergonomie, évidemment. Beaucoup de recruteurs, d'ailleurs, se plaignent du fait que le processus de recrutement étant trop lourd, les candidats abandonnent. C'est vrai que les candidats, ils veulent passer moins d'une minute à postuler. Ils ne veulent pas remplir des formulaires, s'inscrire, retourner dans leur boîte mail pour dire que c'est bien eux, etc., etc. Et enfin, il y a aussi l'autocensure. C'est-à-dire que si l'écriture de l'offre d'emploi n'est pas inclusive, c'est-à-dire que, par exemple, la façon dont c'est tourné montre que c'est plutôt destiné à des jeunes, à des hommes, ou des femmes, ou certains diplômes, les personnes vont avoir tendance aussi à ne pas postuler. Au final, on se rend compte que, si on met les choses au pire, bien sûr, on laisse plus de 99% des candidats en route. Alors, bien sûr, tout ne va pas toujours mal, mais simplement, ce calcul illustre qu'il y a de grands axes de progrès, finalement, pour avoir plus de candidats, mais aussi plus de candidats ciblés. Et c'est le prochain sujet que j'aimerais aborder. Alors, juste Yves, pour compléter l'attractivité et l'ergonomie, c'est vrai que notamment l'attractivité des offres d'emploi, tu prenais l'exemple qui est assez pertinent d'une offre d'un hôtel, hein, où on sait le prix qu'on va payer de la nuit. Il y a beaucoup d'offres encore qui ne mentionnent pas le salaire. Alors, même si il y a on dit que le salaire n'est pas toujours la chose la plus importante, pourtant, je lisais une étude comme quoi 80% des candidats, la première information qu'ils regardent dans une offre d'emploi, c'est le salaire. Et pourtant, les ressources humaines, quand elles postent les offres d'emploi, sont plutôt réticentes à tout de suite mentionner un salaire de base. Donc voilà, donc là aussi, il y a un peu une différence entre les attentes des deux côtés. Et également, encore une fois, tu parlais d'ergonomie et des formulaires ou des templates à remplir pour candidater plutôt qu'aujourd'hui la candidature en un clic avec juste le CV. C'est vrai qu'il y a des entreprises, nous, avec lesquelles on échange, qui nous disent on perd 60% de candidats entre les clics qui ont été faits sur les job boards et parfois qu'on paye et le nombre de CV qu'on reçoit finalement. Pourquoi? Parce que le candidat a trouvé ça trop long et abandonné au milieu du parcours. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont très tangibles et qui ont un vrai impact et qui peuvent bien évidemment, comme tu l'expliquais Yves, augmenter la base de candidats reçus ou en fait ou arriver à justement très peu de candidats. Alors c'est quoi le Graal, Yves? Alors justement, on a expliqué qu'il était difficile d'attirer les candidats, mais après, il est aussi difficile de garder les collaborateurs. Et je voudrais faire référence à la théorie économique traditionnelle qui explique que l'emploi serait ou était en fait une compétition basée sur le déséquilibre de l'information. C'est-à-dire que le recruteur se dit que moins le candidat est avancé, plus il a de chances de recruter, et le candidat se dit la même chose, c'est-à-dire que le jeu n'est pas fondé sur la transparence. Ça représente, ça rappelle un peu d'ailleurs le dilemme du prisonnier, hein,
bien connu en théorie mathématique. Donc pour moi, le Graal, c'est quand quand les étoiles quand les astres sont alignés. C'est-à-dire que dans la théorie, cette fois-ci encore, mais la pratique aussi bien concrète de la satisfaction client, on explique qu'il faut que 3 qualités coïncident. C'est-à-dire la qualité souhaitée, la qualité réelle, et aussi entre les deux, la qualité perçue. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont des atouts, toutes les entreprises ont des choses à partager. Récemment, je parlais à des recruteurs mécontents parce qu'ils trouvaient que les gens n'avaient plus envie de travailler, que eux, ils étaient dans des entreprises sérieuses où on travaille, etc. Et je leur disais que sûrement, mais c'est pas très vendeur. C'est-à-dire que on ne peut pas dire aux gens, venez bosser beaucoup. On peut leur dire, regardez les belles réalisations qu'on fait avec le temps qu'on passe, et peut-être que la réalisation, elle, donnera envie. Donc, il faut essayer tout simplement de savoir présenter les atouts de l'entreprise, mais qui correspondent à l'entreprise. Pourquoi? Parce que la qualité perçue doit correspondre à la qualité réelle. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas mentir aux candidats. Et puis, il faut aussi qu'on sache cibler les bons candidats qui seront attirés par ce que l'on a à proposer. Donc, plutôt que d'être dans une logique que les anglo-saxons appellent le post and pray, on mitraille, on envoie des annonces dans tous les sens et on verra bien ce qui se passe, quitte d'ailleurs à se plaindre qu'on a 90% de candidats pas qualifiés, je pense que le Graal consiste à cibler des candidats, communiquer efficacement sur ses atouts, et puis après, évidemment, avoir des atouts qui sont réels, tangibles. Et ce qu'il y a de particulier par rapport à une démarche de CRM classique, c'est que dans le cadre d'un recrutement, il faut que les deux parties soient satisfaites. Il faut que ces 3 qualités se rejoignent de part et d'autre. Donc, c'est plus complexe que dans un ciblage marketing. Il faut peut-être finalement envisager le recrutement, non pas comme un processus de sélection, ce qui est une vision un peu ancienne peut-être, mais plutôt comme une séduction mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt de part et d'autre et une séduction mutuelle, mais aussi transparente quant à la réalité des choses. En effet, c'est beaucoup du marketing, tout ça. Mais alors, quelles sont les bonnes pratiques, Yves, par rapport au site carrière? Je dirais que, alors, je vais essayer de me répéter un peu, mais d'abord, il faut peut-être arriver à définir sa marque, son identité, ses valeurs et les atouts que l'on veut mettre en avant. Alors, ces atouts peuvent être différents. D'abord, différents selon les métiers. Tous les métiers ne sont pas faits pour tous les types de personnes. Un gros cabinet de recrutement m'expliquait récemment qu'il y a des recruteurs qui s'en vont simplement parce qu'ils n'ont pas réalisé que quand on recrute, souvent, il y a des horaires qui se font tard le soir et qu'on a des candidats qui rappellent tard le soir. Et que du coup, ça quelque part déséquilibre, ou ça peut nuire à la vie privée et ça crée une charge mentale. Bon, donc la première chose, c'est d'être assez transparent sur ce que l'on va demander et sur ce que l'on va proposer. Les différences peuvent aussi se trouver, par exemple, d'une région à l'autre. Il est bien évident que le cadre de vie, la qualité de vie, ce qu'on va pouvoir trouver, les équipes, la culture peuvent varier fortement d'un emploi à l'autre. Ensuite, il y a le storytelling, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout ça en scène. Et puis, il faut essayer, parce qu'on ne sait pas a priori qui va venir sur le site carrière, de créer des parcours qui vont amener différents types de candidats vers différents types de messages. Il faut aussi cibler en amont, puisqu'il faut ça. Et il y a des outils de programmatique, par exemple, aujourd'hui qui font ça très bien, qui vont pouvoir cibler des internautes par affinité, par mots-clés, par comportement, les amener vers le site carrière, qui du coup doit proposer un accueil personnalisé, notamment avec des landing pages, et après, à partir de là, mener vers tout le candidat à travers d'un parcours qui va lui montrer en fait ce que l'entreprise demande et ce que l'entreprise propose.
Juste, excuse-moi de t'interrompre, Yves, mais justement par rapport à la définition de ces valeurs, de ces atouts, le storytelling, tout ce qu'on doit mettre justement dans ce site carrière, on a souvent la question, là, ben là, il y a Jonathan qui pose la question, est-ce que c'est plutôt le métier du marketing et de la communication, parce que c'est souvent eux qui gèrent le site internet, qui est aussi la vitrine de commerce d'une entreprise, ou alors c'est plutôt RH, où c'est quand même moins leur expertise en fait. Donc on est un peu aussi là à la croisée des chemins entre plusieurs équipes. Alors, pour moi, je pense que ça peut dépendre. La réponse très courte, c'est euh, oui, c'est plus le métier du marketing, de mon point de vue. Maintenant, ça va dépendre de l'organisation de l'entreprise, des priorités de chacun, des ressources disponibles. Mais il y a deux choses. En fait, les deux doivent être impliqués. Le RH, quelque part, est à la fois client et aussi garant des valeurs ou garant de la culture. Donc, ça ne peut pas se faire sans lui. Après, dans la technicité du ciblage, du choix des canaux, qui souvent, de nos jours peut se faire même en temps réel avec la programmatique, dans la construction du discours, la définition du parcours avec des partenaires comme nous, c'est important aussi d'avoir le concours des gens de marketing. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que nous proposons des connecteurs avec les CRM les plus courants pour que quelque part ça facilite aussi le travail du marketing en amont. Je vois l'heure tourner, Yves. Est-ce que par rapport à ces bonnes pratiques, tu pourrais nous les expliquer de manière très pratique par une petite démo, s'il te plaît? Oui, je voulais peut-être simplement mentionner une que je n'ai pas mentionnée, qui est la qualité. Évidemment, tout ce qu'on a vu, les candidats qui n'arrivent pas à naviguer sur mobile, sont gênés par les couleurs ou par le type de caractère, etc. Ça relève pour faire simple, de la qualité du site, hein. Donc la qualité est tout à fait essentielle. Et la Alors, qualité aussi avec le référencement. Là, on parle de SEO, SIA, mais en fait, plus vous êtes visible aussi sur Internet, bah, plus les candidats peuvent vous trouver. mais Hormis bien la sûr, le site peut générer son propre évidemment. trafic, bien sûr. Mmh. C'est d'ailleurs comme ça qu'Indeed a pris beaucoup de parts de marché. Ouais. Alors, je vous propose effectivement de vous faire une démo. Je vais vous montrer un site qu'on a fabriqué. Alors, je fais le temps d'une petite manipulation. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, je te confirme. D'accord. Alors, c'est une entreprise fictive. On n'a pas souhaité divulguer de choses particulières et ça nous permet de communiquer librement dessus, même si c'est quand même inspiré d'enseignes bien connues dans le domaine des sneakers. Donc, on a imaginé Dolikos, une marque de sneaker store, pour lesquelles on a fait la charte. Pour la petite histoire, Dolikos est à la fois la piste et l'épreuve de course à pied en grec. Ici, vous êtes sur une home euh, qui pourrait rappeler la home d'une entreprise commerciale. Il y a une mise en avant ici. Et puis, la home est utilisée pour, quelque part, orienter le candidat vers les différentes sections du site. Alors, ces sections, on les retrouve ici avec une présentation de l'entreprise. Qui sommes-nous? Quelques chiffres clés qu'on essaye en général de rendre amusants. Et puis, une vision de l'intérieur. Comment ça se passe au sein de l'entreprise. On a également les raisons de rejoindre l'entreprise, les argumentaires, hein, avec notamment une communication sur l'esprit, la culture, les projets. En gros, pourquoi est-ce que les gens sont là? Le sens fait partie à la fois des composantes du bonheur, mais aussi des arguments qui vont faire qu'un candidat va vouloir rejoindre ou pas un projet. Ensuite, il y a une page dédiée au RH. Quelle est l'offre concrètement? Avec toujours des mises en avant, par exemple sur une opération de team building, mais aussi
des informations sur la satisfaction des collaborateurs et puis les avantages concrets et les témoignages de collaborateurs. Ceci n'est bien sûr qu'un exemple. On peut totalement personnaliser. On est libre de mettre en avant les atouts qui sont les autres. Ça, c'est la communication, c'est le storytelling. Maintenant, pour ce qui est de convaincre, notre vision, c'est que quand on change d'emploi, on change de vie. Par conséquent, si on propose des critères d'accès et des critères d'information sur le poste traditionnel, on passe à côté du sujet. Personne le matin ne se lève en se disant « Tiens, je veux un poste dans telle ville, en CDI, Bac plus 5 ». Ce ne sont pas des critères qui font rêver. Ce qui va faire plus rêver, c'est des critères, par exemple, de qualité de vie, des critères de cadre de vie, ou, puisqu'on est dans le domaine des sneakers, des sports pour lesquels on peut avoir une passion, que l'on pratique tout simplement. Donc, si je prends un exemple d'une personne qui chercherait un poste, par exemple, en informatique, je vois ici 6 offres de mémoire qui sont représentées sur la carte. Alors, quand il n'y a qu'une seule offre, vous voyez qu'on a mis un petit sneaker ou un pins, on peut personnaliser absolument tout. Imaginons que cette personne souhaite avoir un endroit avec un coût de la vie favorable parce qu'elle a un projet d'achat, un projet peut-être de vivre en couple ou de fonder une famille. On va ensuite, alors je vous montre aussi les autres genres de critères qu'on peut avoir, ça peut être le cadre de vie, ça peut être les sports qui sont pratiqués. Si la personne... le coût de la vie, il y a encore une offre à Paris. Ah non, c'est Metz et Vichy, d'accord, ok. Oui, pardon. Non, il y a une erreur d'affichage, mais sur cette offre, en fait, elle est à Vichy. Je pense que le code postal n'est pas le bon, simplement. Ou alors Paris a baissé peut-être l'immobilier. Mais alors, parlons de cette offre, justement, qui est ici. Donc, c'est une offre de chef de projet informatique à Vichy, donc, dans l'Allier. Bon, je vais voir effectivement quels sont les atouts de cette offre. C'est une région dynamique, le coût de la vie est abordable et c'est à la montagne. En tout cas, une bonne partie du département l'est. D'ailleurs, il y a 2 pistes de ski, il y a 2 stations de ski. Je vais, dans le détail de l'offre, pouvoir voir les informations classiques, mais aussi les atouts de l'entreprise, les atouts du poste, qui peuvent être des atouts de l'entreprise, qui peuvent être, par exemple, le type de soft skills qui sont mis en œuvre. On a également la possibilité de mettre que faire le week-end, quelle est la vie de quartier, quels sont les restaurants où manger le midi. Enfin, on est capable de donner énormément d'informations sur le poste et on n'attend pas de vous d'ailleurs de nous fournir ces informations, on est capable de les agréger. Ici, on a choisi de présenter donc la qualité de vie, le cadre de vie, les points forts, et puis les sports qui sont particulièrement pratiqués puisque Dolichos est une marque liée au sport. Ensuite, quand le candidat va vouloir postuler, donc tout simplement, il va prendre un CV. Accepter la politique de confidentialité et postuler. Ça, c'est très important pour les nouvelles réglementations RGPD, bien évidemment, pour vous garantir que vous avez le droit d'analyser le CV et de garder le CV dans votre base aussi, dans votre CV Tech, pendant quelques mois, voire quelques années. Voilà, donc là, en 3-4 secondes, le candidat a chargé son CV, il trouve un formulaire qui est déjà renseigné. Il faut savoir que l'on récupère beaucoup plus d'informations. On va d'ailleurs même enrichir le profil avec des informations qu'on peut déduire, mais qui ne sont pas forcément écrites dans le CV. Donc, par exemple, les compétences qui sont déduites du parcours professionnel et que l'on va présenter de manière distincte
des compétences qui sont extraites de ce qui est écrit dans le CV, mais aussi le formulaire est totalement personnalisable. On peut faire aussi court ou aussi long que vous le souhaitez. Alors évidemment, trop long, c'est pas bon. Ici, on demande au candidat de vérifier les coordonnées, vérifier le niveau d'expérience. Alors là, en l'occurrence, c'est un candidat qui a eu 6 mois d'expérience dans la restauration. Et puis, c'est terminé. Ou plutôt, c'est presque terminé. Parce que ce que l'on fait, c'est que l'on va sortir du CV et on va faire 2 choses. On va demander au candidat, par exemple, qu'est-ce qui le motive. Donc, on pourrait dire, je mets un peu n'importe quoi, mais on va dire le ski, par exemple. Ce qui m'a intéressé sur ce poste, c'est que j'étais pas loin des pistes de ski. Mais aussi, on va comparer, donc matcher, si vous voulez, le CV avec l'offre et voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient faire que le candidat pourrait être déclassé ou négligé ou même rejeté, alors que, si ça se trouve, le candidat est parfaitement adapté. Mais on va aussi essayer de lever quelques ambiguïtés. Donc là, on dit au candidat, j'ai remarqué que ce poste est loin de chez toi, quelle est ta situation? En réalité, on a calculé qu'il était à plus de 50 km. Ça aussi, c'est un paramètre, hein, mais en l'occurrence, il est à plus de 50 km. Puisque c'est un CV d'une candidate qui est basée en banlieue parisienne. Mais là, on lui demande, comme c'est un poste dans l'informatique, est-ce que c'est un poste qu'elle veut exercer à distance ou bien est-ce qu'elle envisage de déménager? Si elle envisage de déménager, à ce moment-là, donc là, on l'a affiché à l'écran, mais ça pourrait être aussi envoyé par mail depuis Pixid, hein, on va rassurer le candidat pour lui dire qu'il a fait le bon choix. Et ça, c'est le b.a.-ba du marketing, c'est-à-dire que le candidat a choisi un département qui n'est pas le sien, parce qu'elle avait quelques éléments sur voilà, le cadre de vie, les atouts, le coût de la vie. Et on renforce cet aspect en disant que voilà, l'Allier, c'est sympathique, les Bourbonnais gagnent à être connus. Il y a tout un tas d'atouts. De nouveau, quelques chiffres clés. Station de ski, 2 stations de ski, 10 hectares de street art, une dynastie royale et 3 villes d'eau, que l'on va ensuite illustrer par l'image pour toujours donner envie et pour que la personne qui, encore une fois, va pas simplement changer d'emploi, mais va changer de vie, sache vers quoi elle se dirige et pour que quand un candidat arrive devant vous, il soit, autant que faire se peut, non seulement compétent, mais aussi motivé. Voilà, c'est la fin de la démo. Je vais arrêter de partager et je te rends la main, Antoine. Non, en fait, merci beaucoup. Il y avait juste une question qui était très importante là d'Edouard. Est-ce que ces différents conseils et recommandations s'adaptent au recrutement d'intérimaires? Alors, bien évidemment, oui. Pourquoi? Parce que et Yves et Pixid, Ressources Lab et Pixid travaillent bien évidemment pas uniquement avec des entreprises, ce qu'on appelle les corporates qui recrutent, mais également avec des agences d'emploi, des entreprises de travail temporaire qui utilisent nos services. Alors, je sais que que Edouard travaille dans une entreprise qui utilise déjà Pixid pour proposer les intérimaires à ses clients. Et bien évidemment, pour attirer les intérimaires, c'est un petit peu le même principe. Pourquoi? Parce que comme Yves en parlait en introduction et nous on le voit également à travers la plateforme Pixid, il y a encore 15 à 20% des missions, des demandes de recours à l'intérim qui ne sont pas pourvues faute de candidats. Et je sais que toi, Yves et Ressources Lab, vous avez déjà aussi travaillé avec des agences d'emploi, vous avez déjà équipé des gros réseaux d'intérim avec des sites beaucoup plus performants. Oui, absolument. Et si on essaye de se mettre à la place d'un intérimaire, évidemment, lui, il ne change pas complètement de vie, c'est vrai. Il va juste changer de quotidien. Et potentiellement, il change d'emploi, il change quand même d'environnement de travail. Donc, peut-être qu'on va, sauf, alors, Edouard, c'est vous l'expert, hein, sauf à imaginer déléguer des intérimaires dans d'autres régions, je sais que ça peut se faire dans certains cas, mais ce n'est pas le cas majoritaire. L'intérimaire, il va être intéressé par
la vie de quartier, il va être intéressé peut-être par la culture de l'entreprise, il va être intéressé peut-être par le contenu du poste et peut-être aussi par les qualités requises pour le poste. Quelqu'un qui, par exemple, aime que... bon, c'est un exemple que j'aime donner. On peut obéir, entre guillemets, à la règle, au groupe, au patron ou à son code personnel. Bon, quelqu'un qui aime obéir à la règle et qui arrive dans une entreprise toute jeune, pas bien structurée, pas bien organisée, il va être déboussolé, il va pas être heureux, il va pas forcément être performant. Bon, il y a personne aujourd'hui qui est un expert en test psychométrique, mais on trouve une vraie synergie entre finalement la compréhension du candidat par lui-même et par le recruteur et ce que l'on va mettre en face. Donc, oui, ces atouts, c'est très important de les mettre en avant et ça peut s'appliquer aussi dans un contexte de plus courte durée. Oui. Et juste, alors, il y a 2 enjeux aussi pour les agences d'entreprise, enfin pour les agences d'emploi, c'est vous êtes en compétition avec les autres agences d'emploi, bien évidemment, qui elles aussi recrutent des candidats. Et bien évidemment, nous on le voit aussi, les intérimaires choisissent les entreprises chez qui elles veulent travailler. Quand elles vont dans une agence, elles disent, bah, moi par exemple, NJ, je veux bien y travailler, Société Générale, je veux plus y aller. Enfin voilà, il y a aussi tout ce genre de choses que vous devez gérer. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais en tout cas, voilà, Et c'est puis, exact. Enfin, les solutions de ressources là aussi s'adaptent aux enjeux des agences de travail temporaire. je voulais ajouter qu'il y a aussi toute la population des CDI intérimaires qui, pour le coup, requiert un suivi de proximité et qui, eux, par contre, pour le coup, pourraient rentrer dans le cadre d'un dialogue sur leurs aspirations personnelles à plus long terme. Mm. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur la présentation. Donc, merci Yves pour cette démo. Alors, bien évidemment, on ne peut pas parler de tout ici, mais il y a des fonctionnalités donc, que tu as un petit peu montré, hein, mais le scoring et le matching, ça va dans les deux sens. Ça veut dire scorer une annonce par rapport à une candidature, voir si elle, par rapport à mon CV, combien d'offres correspondent. Donc là, Yves vient de le montrer un petit peu par rapport à mes desiderata et mes choix de vie. Mais ça peut être aussi scorer, matcher un CV ou X CV par rapport à une offre. Et donc, ça va vous aider là aussi, en vous équipant de solutions un petit peu digitales, à classer les 5 meilleurs candidats potentiels par rapport aux 100 candidatures que vous avez reçues. Là, encore une fois, alors Yves, qui a bossé, qui a travaillé pardon, chez Texternel pendant longtemps, est-ce que tu peux nous faire un retour aussi? Parce que là, on va uniquement traiter ce qu'il y a dans le CV et pas forcément traiter sur la personnalité du candidat, la motivation, autre chose. Voilà. Alors, ça dépend complètement vraiment aussi de ce qui est décidé. C'est-à-dire que au moment où le candidat postule, déjà sur le site carrière, on peut lui poser des questions complémentaires. D'autant plus facilement qu'il passe exactement 20 secondes à charger son CV et à corriger 3 champs. Moins on lui en demande sur, sur ce qu'il fournit dans le CV, plus il sera disposé à donner quelques éléments complémentaires. Il existe aussi aujourd'hui, par exemple, des tests psychométriques qui se font en 8 minutes et dont on peut intégrer les résultats dans le modèle de données. Donc en fait, le modèle de données qui est exploité pour matcher, ça dépend évidemment des partenaires technologiques avec qui vous travaillez, hein, donc choisissez les bons, et puis ça dépend aussi de vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez intégrer dans cette équation. À notre niveau, on intègre des critères professionnels, les critères extra-professionnels. À ce jour, on n'utilise pas de critères de type test. En revanche, ce qu'on fait, c'est que pour un poste, mais aussi pour une expérience candidat, dès lors qu'elle est assez longue, on est capable, par exemple, d'intégrer les compétences, puisqu'on va les déduire à partir d'un référentiel. Et on considère que quelqu'un qui a exercé un métier pendant un certain temps a les compétences de base pour le métier. Pas forcément les compétences avancées, mais compétences de base.
Ça permet d'enrichir finalement l'équation, ce qui d'ailleurs est une façon de diversifier son sourcing, parce que plus il y a de critères, moins les candidats vont se ressembler et plus le recruteur va se trouver dans une posture d'exploration. Ça, c'est très important pour les candidats que vous n'avez pas sélectionnés. Pourquoi? Parce que quand vous faites une shortlist, en principe, vous avez plusieurs candidats qui peuvent être les bons. Vous espérez choisir le meilleur, mais on peut se tromper. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres candidats de la shortlist, souvent, sont intéressants quand même. Il faut peut-être, et une fois d'ailleurs que vous avez fait un travail pour les motiver à bouger, si vous ne les comment dire, si vous ne les repositionnez pas sur un autre poste, il est vraisemblable qu'ils vont aller ailleurs. Donc, c'est important de faire ça. D'ailleurs, ce qu'il est possible de faire, c'est quand un candidat postule, c'est de le matcher, comme je vous l'ai montré, avec l'offre à laquelle il postule, pour définir un score, pour entrer dans un dialogue. Mais il est aussi possible de le matcher avec toutes les autres offres publiées, ce qui fait que si vous ne le retenez pas, vous saurez quels sont les autres postes sur lesquels il peut être envisagé. Il y a cette notion un peu de recyclage. Et je ne parle même pas d'ailleurs des candidatures spontanées, puisqu'une candidature spontanée, c'est une personne qui a un attrait pour l'entreprise, mais qui n'a pas forcément trouvé le job qui lui correspondait. Donc, il est aussi important sur les candidatures spontanées de faire ce genre d'activité. Alors, on avait une question sur les candidatures spontanées qu'on peut traiter là maintenant, Yves, mais c'est vrai qu'en effet, c'est important pour les entreprises de pouvoir capter ces candidats-là très rapidement. Et ensuite, justement, quand on a un bon ATS et un bon site carrière, ça permet également, justement, on reçoit la candidature, donc pas forcément en lien avec une offre d'emploi ou un besoin, mais ce matching va pouvoir permettre d'en dire, pour cette candidature, avec les éléments qu'on a dans le CV ou avec potentiellement des questions ad hoc ou des informations qu'on a réussi à extirper de ça, lui dire elle pourrait convenir en interne à cette offre d'emploi. Ou alors, quand on est une agence de travail temporaire, ce CV pourrait convenir pour votre mission, pour ce client-là qui vous la demande depuis 2 mois et vous n'aviez toujours pas proposé de candidat. Donc voilà, donc c'est aussi là très clé de pouvoir gérer ces candidatures. Non, il y en avait une autre par contre d'Edouard qui demandait en fait, nous avons remarqué un large taux de déperdition de candidats abandonnant le processus de recrutement quand celui est trop long. Donc là, on en a parlé un petit peu en intro. Donc les gens peuvent l'abandonner. Pourquoi? Parce que la candidature en elle-même, les clics sur le site sont trop longs, on vient d'en parler, avec des questionnaires trop longs. Mais également quand, en effet, ils n'ont pas de réponse ou ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être appelés, il n'y a pas d'email automatique, il n'y a pas ce marketing un petit peu fin pour justement orienter le candidat et le conduire en disant voilà, dans une semaine, ça va être ça, vous avez un premier entretien, vous allez être prévalidé, puis ensuite vous avez un deuxième entretien et tout. Et on en reparlera juste après. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on traite cette. Pardon, excuse-moi, pour répondre à Edouard, dans le cadre des agences d'emploi, la question est parfaitement légitime. C'est-à-dire que si vous avez un assortiment d'offres pas illimité, mais très conséquent, une bonne partie de l'orientation, de la qualification peut se faire une fois le CV reçu. Bon. Parce que vous avez cette offre très importante et que par conséquent, dans les CV que vous recevez, presque tous peuvent être placés. Presque tous peuvent être orientés. Mais même dans ce cas-là, ça n'empêche pas de qualifier le candidat, notamment sur ses aspirations personnelles, et déjà d'essayer de l'orienter vers un poste en amont, parce que le travail sera d'autant plus facile. Et pour réduire, on va dire, le taux de chute pendant le parcours candidat, moi, je suggère plutôt de commencer par regarder tous les obstacles qu'on a vus, et puis, sur chacun de ces obstacles, voir si on est au niveau ou pas. Alors justement, je vois encore une fois, il nous reste 9 minutes, Yves. Il nous reste encore quelques slides à parcourir. Justement, on vient de voir cette porte d'entrée qui est le site internet, le site carrière pour pouvoir capter du candidat, attirer les meilleurs profils. Comment se passent justement ces étapes de candidature rapidement entre le site et l'ATS?
Oui, tout à fait. Alors, le candidat, évidemment, il faut arriver à faire en sorte qu'il postule. Et ça, on vient de le voir, il y a beaucoup d'écueils. Il faut à la fois éviter les écueils et être séduisant. Ensuite, il y a l'évaluation. Là, une nouvelle fois, j'ai envie de dire que plus le ciblage aura été bon en amont, plus l'évaluation sera simple. Je pense que peu de gens me contrediront si je dis que c'est une course de vitesse. C'est-à-dire que non seulement il faut convaincre, non seulement il faut arriver à obtenir une décision en interne, mais il faut arriver à communiquer auprès du candidat avant qu'il ait choisi autre chose. Donc, comme c'est une course de vitesse, évidemment, cette phase d'évaluation est clé aussi pour arriver, en supposant que tout le monde se plaise, arriver à réagir assez vite pour pouvoir euh, arriver à une conclusion heureuse. Ensuite, il y a tout le processus d'embauche. Euh, pour avoir vu un certain nombre de contrats, ils sont parfois un peu effrayants. Hein, donc, il faut penser à tout ce qui va pouvoir dérouter, freiner le candidat. Il faut penser également à faire de la réassurance tout au long des échanges, voire du pré-boarding. Faire rencontrer, par exemple, le N+2, enfin bon, des choses importantes à faire, à organiser. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que un logiciel comme Pixit permet de suivre toutes ces étapes et de rentrer dans une forme d'automatisation du workflow pour ne pas oublier et pour que ça ne soit pas chronophage. Et puis, il va y avoir l'intégration. Alors, il y a des signes cabalistiques, en fait, c'est intégration. Au moment où la personne rentre dans l'entreprise, on mesure quand même qu'il y a à peu près 30% de taux d'abandon pendant la période d'essai. Il va falloir suivre plusieurs objectifs. Rassurer, intégrer à l'équipe, mais aussi former, assurer toute la gestion administrative, parce qu'une personne qui arrive, rien n'est prêt, il n'y a rien de plus démotivant. Et puis aussi, mine de rien, évaluer, parce que on a pu se tromper, et si on s'est trompé, évidemment, il faut le savoir le plus tôt possible. Alors, le candidat, la relation que vous avez avec le candidat, en tout cas, elle ne s'arrête pas uniquement à l'embauche. Bien évidemment, parce qu'encore une fois, vous ne recrutez pas tout le monde. Donc, vous allez avoir des médailles d'argent, des médailles de bronze ou des gens qui vont pas être pertinents pour l'offre pour laquelle ils ont postulé. Mais c'est des gens où il va falloir en fait garder contact avec eux. Yves, tu parlais d'outils de CRM un petit peu. Encore une fois, on est vraiment là dans des termes très marketing pour continuer à créer du lien avec ces candidats-là pour leur donner des updates sur l'entreprise, potentiellement sa croissance. Il y a de nouveaux besoins qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois, mais qu'on peut leur reproposer. Parfois, ils n'avaient pas envie de changer de vie il y a 6 mois, mais là, ils sont matures pour pouvoir être localisés et changer de vie, parce que leur femme est d'accord ou leur mari est d'accord. Hein, voilà. Donc, en effet, il faut l'intérêt d'avoir aussi un logiciel de recrutement en plus du site carrière, c'est de pouvoir justement centraliser ces candidatures, constituer des viviers en fonction des besoins, parce qu'on a déjà passé du temps à qualifier ces gens-là, à enrichir cette candidature, et ce qui va vous permettre bien évidemment de gagner du temps quand vous recherchez quelqu'un potentiellement en urgence, parce que ce n'est pas uniquement des candidatures de cadres en CDI, hein, on parle là aussi potentiellement de col bleu, de gens très opérationnels qui peuvent venir travailler de temps en temps chez vous. Donc, il faut pouvoir solliciter, savoir s'ils sont disponibles ou pas disponibles. Et bien évidemment, cette base de données doit être conforme. On en a parlé rapidement, mais avec le RGPD, vous ne pouvez pas garder comme ça indéfiniment des CV quand vous prenez un logiciel de recrutement. Et encore une fois, ce logiciel et ces viviers vont vous permettre aussi d'avoir des informations qui n'apparaissent pas dans le CV. On voit, hein, encore une fois, parfois, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un remplacement, notamment dans la restauration d'entreprise, où quelqu'un est malade à 7 heures et il faut venir faire la cuisine, voilà. Il faut savoir si les gens qu'on va pouvoir solliciter pour des remplacements comme ça ou des besoins en urgence sont disponibles tout de suite, là, immédiatement, parce qu'elles ne sont pas en mission. C'est vrai pour les intérimaires, hein, notamment si Edouard veut poser la question, mais c'est vrai pour tous les autres typologies de contrats.
Donc, on a besoin voilà, de ça. Pareil, hein, la distance géographique, la mobilité est important, pas uniquement dans la restauration collective, mais dans le facility management. Les gens vont pas faire 2 heures de transport pour une mission d'une journée. Donc, voilà, ça peut être aussi quelque chose de, ça peut être un obstacle aux candidatures. Bien évidemment, quand tous ces gens-là, vous les avez déjà connus, potentiellement, vous avez déjà collecté des documents administratifs de base, hein, mais comme le RIB, la carte d'identité, le permis, ça vous permet aussi de pas uniquement raccourcir le process de sélection, mais raccourcir aussi le process administratif de contractualisation avec eux. Parfois, il y a aussi des spécificités sectorielles, hein, s'il a la CACES, ce genre de choses. Là aussi, encore une fois, on le voit sur l'intérim, mais sur d'autres métiers. Il y a des exigences spécifiques aussi. Parfois, on a besoin aussi d'embaucher des gens qui ont des handicaps pour pouvoir aussi respecter des quotas. Donc là aussi, il faut pouvoir identifier rapidement tous les gens qui ont cette norme HSCP, voilà, qui c'est dans le CV ou qui est dans le profil. Les soft skills aussi, parce que parfois aussi à travers un logiciel, vous pouvez voir si la personne présente bien, est capable de parler anglais, peut faire du client facing. Et là, vous allez pouvoir aussi évaluer les missions passées pour pouvoir en fait que le manager qui connaît pas cette personne, mais qui est déjà passé dans votre organisation, puisse recruter cette personne limite les yeux fermés et lui proposer une mission. Pourquoi? Parce qu'elle connaît déjà la culture dans l'entreprise. Vous savez qu'en fait le manager que vous connaissez, qui l'a embauché le mois dernier, a validé et l'a trouvé très bien. Donc voilà. Donc ça permet aussi là de pouvoir avoir d'autres critères de sélection, mais qui sont très importants pour les ressources humaines, pour pouvoir justement capitaliser sur toutes les informations que vous avez pu capter des candidats qui sont dans votre CV Tech. Et alors, Yves, J'avais envie de dire, oui, un critère fondamental aussi, c'est le statut que le candidat a eu pour ses candidatures passées, hein, puisque oui, ça vous donne une très bonne indication de l'intérêt qu'il a suscité chez les recruteurs. oui, oui, ben justement, s'il a été médaille d'argent, ben voilà, il a Oui, c'est terminé ça, voilà. deuxième. Ça ne veut Oui, pas dire oui. qu'il était mauvais. Alors, malheureusement, ça fait déjà 1 heure, c'est l'heure de conclure. Est-ce que, Yves, tu pourrais donc nous rappeler un petit peu les principaux bénéfices donc, pour un recruteur, mais aussi pour les candidats, donc d'utiliser un site internet, enfin un site carrière, pardon, performant. Oui, alors pour le recruteur, il y a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est effectivement de rendre l'offre plus attractive. Et pour la rendre plus attractive, il faut aussi qu'elle se distingue des autres, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, les offres se ressemblent un peu toutes. Le discours est parfois convenu. Et puis, il y a peu d'éléments pour choisir, hein. Je reviens à ma comparaison avec les fiches de voyage, d'hôtel ou même de produits, hein. Une offre d'emploi aujourd'hui, ça ne dit pas grand-chose. Euh, et encore une fois, il faut rendre l'offre plus attractive en fonction de ce que l'on a réellement à offrir, bien sûr. Ensuite, un gain de temps sur des tâches chronophages, hein, parce que non seulement, alors on ne l'a pas montré, mais quand on fait ce fameux scoring, on envoie le candidat avec un score, on vérifie éventuellement des informations qui pourraient manquer. Et puis, on envoie le candidat avec les raisons pour lesquelles le candidat obtient ce score. C'est-à-dire quels sont les critères sur lesquels il répond ou il ne répond pas. Ensuite, les candidatures pardon, étant enrichies. Alors, enrichies, par exemple, avec les hobbies du candidat, quelle est sa situation actuelle par rapport à ses intérêts personnels. En quoi est-ce que peut-être le poste que vous proposez est avantageux? Ça permet de nourrir et d'orienter favorablement la conversation. Ça permet aussi de mieux comprendre les motivations du candidat, donc de briser la glace et d'entrer directement dans un discours plus transparent, plus ouvert. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une question sur les biais, de maîtriser d'une certaine manière les erreurs que l'on peut trouver dans un outil de matching traditionnel. Pourquoi? Parce que dans un outil de matching traditionnel, l'analyse du CV automatique, ce qu'on appelle le parsing, peut se tromper, même si ce n'est pas si fréquent, hein, mais elle peut se tromper.
L'information peut aussi ne pas être dans le CV ou être dans le CV sous une forme qui n'est pas comprise par la machine. Et elle peut être quelque chose qui, de toute façon, n'a pas sa place dans un CV. Par exemple, les motivations de la personne. Donc, en qualifiant, en posant des questions et en déduisant un certain nombre d'informations complémentaires grâce à notre dispositif, on va permettre de réduire les biais en améliorant la qualité de l'information. Juste un exemple, un plombier, mais pas forcément dans son CV qu'il sait souder. Donc, s'il postule à un poste de métallier, parce que je sais qu'il y a des passerelles, et qu'il faut savoir souder, il est possible que si on se fie à l'algorithme uniquement, si on n'instaure pas ce dialogue, si on ne vérifie pas l'information, il soit tout simplement pas affiché dans le top 20, donc pas vu par le recruteur, donc pas sélectionné. Donc ça, c'est un biais qui est tout à fait évident. Mais ça va aussi, si on veut réduire le biais, on va pouvoir jouer sur le nombre de critères. Parce que plus on a de critères qui ne sont pas obligatoires, moins les candidats dans le top 20, le fameux top 20 qu'on regarde en premier, vont se ressembler. Et par conséquent, s'il y a un biais, il sera dilué dans la masse, si je peux m'exprimer ainsi. Et côté candidat, alors? Alors, pour le candidat, c'est plus de transparence sur les offres d'emploi, c'est aussi une navigation plus fluide, donc tous les obstacles dont on a parlé. C'est aussi un parcours personnalisé. Si on a pris la peine d'organiser le site carrière de manière à ce que chaque public trouve son propre parcours. C'est une relation plus suivie ensuite, parce que plus il y aura d'informations et de transparence, plus le travail fait dans l'ATS pourra être de qualité. Mais c'est aussi non seulement la prise en compte de ses intérêts, passion, cadre de vie, qualité de vie, mais aussi parfois une façon de l'aider à savoir ce qu'il veut. L'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en préparation, qui était réalisée par Jean Pralon, montre que les candidats, quand ils font une recherche, ils utilisent un peu toujours les mêmes critères, un peu comme quand on cherche un hôtel d'ailleurs. Et que par conséquent, ils ont besoin d'avoir des éléments, des aspérités, des points de comparaison pour pouvoir savoir quelle offre leur correspond le mieux. Et aujourd'hui, ils en manquent. Et tout au long du processus de recrutement, d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par Assessforce qui montre que, en tout cas chez les publics féminins, 60% des personnes souhaitent avoir plus de transparence, plus d'objectivité tout au long du processus de recrutement. Donc, je pense que c'est une réelle aspiration aujourd'hui d'être pris en compte en tant qu'individu, pas simplement en tant que candidat, et de pouvoir peut-être être guidé, être aidé dans sa nouvelle orientation professionnelle. Merci Yves. Ce que je vous propose, c'est que on clôture ce webinaire parce qu'on a déjà répondu à quand même pas mal de questions. On a un petit peu débordé. On aimerait bien vous remercier en tout cas pour votre attention et les nombreuses personnes qui étaient là ce matin pour nous écouter. Merci Yves aussi pour le partage de ton expertise. Merci Antoine, merci à tous. On laisse nos coordonnées pour ceux qui veulent continuer les échanges, soit avec Yves, soit avec moi. Vous avez aussi la capacité de nous envoyer un mail directement, donc n'hésitez pas. Et puis en tout cas, on sera très heureux de refaire d'autres webinaires avec Yves pour voir un petit peu les updates du marché et des problématiques de recrutement. Donc, on vous dit à bientôt.